Ce que l'on sait, c'est que 3 sites nucléaires ont donc été visés cette nuit. Celui de Fordo, de Natanz et d'Ispahan. Celui de Fordo, c'est le plus connu, le plus célèbre, à plus de 80 mètres de profondeur. On a maintenant des détails qui sont révélés par la presse américaine, notamment le New York Times, mais aussi CNN, qui annonce donc ce matin que 6 bombardiers B-2 de l'armée américaine ont donc décollé hier du Missouri. Ils ont volé sans interruption pendant plus de 37 heures en direction de l'Iran. Ils se sont ravitaillés plusieurs fois en vol et ils ont donc largué, vous le voyez ici, une douzaine de bombes anti-bunker, notamment sur le site nucléaire de Fordo, 2 bombes GBU-57 sur le site de Natanz et des sous-marins de la marine américaine ont tiré plus de 30 missiles de croisière sur les sites de Natanz et d'Ispahan. C'est donc la première fois que l'US Air Force utilise au combat ces bombes GBU-57. L'armée israélienne la réclamait depuis plusieurs jours maintenant, depuis le début de ce conflit entre Israël et l'Iran. Donald Trump, lui, donc, s'est réjoui dans la nuit de ces frappes sur ces installations nucléaires iraniennes. Sachez donc, on le voit depuis tout à l'heure, qu'il y a eu une riposte iranienne en direction de l'État d'Israël. Des dégâts sont visibles notamment du côté de Tel Aviv, mais aussi de la ville de Haïfa dans le nord du pays. Et qu'il y a quelques instants, on a appris par Tsahal que l'armée israélienne avait donc lancé cette fois-ci une autre contre-offensive du côté de l'Iran. L'ouest de l'Iran est actuellement bombardé par l'armée israélienne. Sachez qu'il y a eu plusieurs réactions dans la nuit. D'abord du ministre des Affaires étrangères iranien qui avertit que les attaques américaines auront des conséquences éternelles. Benjamin Netanyahou, lui, a salué la décision prise par le président Trump. Le Moyen-Orient est à un tournant historique qui peut mener vers la paix. Je vous remercie, le peuple d'Israël vous remercie. Dans l'action de ce soir contre les installations nucléaires de l'Iran, l'Amérique s'est montrée véritablement sans égal, dit Benjamin Netanyahou. Merci beaucoup Mathieu pour ces précisions. On va partir tout de suite sur le terrain, évidemment, ce qui se passe en direct donc pour cette matinée, cette journée qui est historique. Nicolas Rouget, vous êtes en direct d'Haïfa. Haïfa qui a donc été touché par cette salve de missiles envoyés par les Iraniens, 30 missiles. Et donc certains ont touché la ville d'Haïfa dans le nord du pays où vous vous trouvez. Oui, tout à fait. Il y a eu au moins un impact direct. Alors, on s'inquiète en particulier parce qu'il n'y a pas eu de sirène avant, mais la plupart des gens étaient réfugiés, donc pour l'instant, dans leurs abris. Donc, pour l'instant, il me semble qu'il n'y ait qu'une dizaine de blessés, peut-être 15 à travers tout le territoire israélien. C'est très, très peu, évidemment, puisqu'on décompte presque 10 impacts, 5 impacts directs de missiles, 5 sans doute venant d'intercepteurs, de débris d'intercepteurs. Alors, évidemment, tout le monde s'inquiète de la suite et de l'escalade, mais pour l'instant, en tout cas, les Israéliens semblent avoir pris le pouls de cette annonce avec optimisme. Les déclarations de Benjamin Netanyahou vont un petit peu dans le sens de ce que l'opinion publique ressent ici ce matin. Merci beaucoup Nicolas Rouget, donc correspondant TF1 LCI en Israël, à Haïfa, dans le nord du pays. On va partir tout de suite à Washington pour rejoindre notre envoyée spéciale Hélène Bonnet. Hélène Bonnet, réaction aux États-Unis, bien sûr, avec un Donald Trump, on le disait, qui s'est positionné en chef de guerre. La paix par la force. Hélène, ce sont ces mots, des mots très forts cette nuit. Oui, absolument. Donald Trump a fait un discours dans le courant de la nuit. Il s'est adressé à la nation américaine. 4 minutes de prise de parole avec un discours extrêmement fort, extrêmement ferme vis-à-vis de l'Iran et un ultimatum. En gros, il demande aux Iraniens de choisir la paix ou la tragédie et il lance un avertissement dans la foulée. Pas de représailles des Iraniens, sinon la réponse des États-Unis sera encore plus forte. Ce que l'on sait grâce à un journaliste américain qui a eu Donald Trump avant qu'il ne fasse son discours, c'est que le président était extrêmement satisfait de cette opération, du succès selon lui de cette opération, et ça tranche peut-être avec une forme de surprise qu'il y a aussi aux États-Unis, parce que Donald Trump a entretenu l'ambiguïté pendant toute la semaine, et puis chacun retient son souffle, attend de voir ce que va faire l'Iran. Il y a de l'inquiétude sur ce que pourraient être les représailles, notamment sur les troupes qui se trouvent à l'étranger, les 40 000 soldats, peut-être aussi sur ce qui va
se passer sur le territoire des États-Unis. On a appris qu'à Washington et à New York, des agents vont être déployés devant les lieux de culte. Donc il y a quand même une crainte pour la sécurité intérieure. Et puis après, il y a eu un florilège de réactions du côté du Congrès, avec d'un côté les républicains qui saluent l'initiative de Donald Trump, même les MAGA qui étaient non interventionnistes, et pour l'instant se rangent derrière le président. Et puis vous avez un certain nombre de réactions démocrates, notamment celle d'une députée, Ocasio-Cortez, qui elle demande la destitution du président. Certains parlementaires regrettent de ne pas avoir été consultés avant cette intervention. Alors, on sent déjà une division en effet aux États-Unis donc sur ce sujet, sur cette attaque. C'est vrai qu'on en parlait hier. On disait une population déjà américaine traumatisée par la guerre en Irak, qui n'avait pas envie d'entrer en guerre. Donald Trump, c'est vrai, le soir de son investiture, avait dit je serai le président des guerres que je ne ferai pas. Il a décidé d'y aller. Alors, il a bien précisé d'ailleurs, c'était intéressant dans son discours de dire voilà ce que l'armée américaine a fait. Tout le monde est rentré sain et sauf. Il fallait très très vite, je pense, le préciser pour dire que les militaires, en tout cas américains, n'avaient pas été mis en danger. On le sait, la police a renforcé la sécurité aussi aux États-Unis devant les lieux de culte, à Washington, à New York, parce qu'on retient aussi quand même son souffle. En effet, on parlait d'une riposte iranienne. Rina Bassis, vous me disiez, c'est vrai que l'Iran a décidé de riposter contre Israël. Alors, en effet, ils n'ont pas les moyens peut-être d'envoyer, comme l'a fait l'armée américaine, sur 11 000 km des avions sur les États-Unis. On n'est pas dans ce cas-là, mais on parle peut-être d'ennemis de l'intérieur. C'est comme ça en tout cas qu'on les appelle, potentiels aux États-Unis, qui pourraient frapper sur le pays et sur le territoire, et notamment, c'est vrai, autour des lieux de culte, et pas seulement. Il y a ce paradoxe de toute façon de établir quelque chose, d'aller au bout, de détruire ces sites nucléaires, qui est une protection finalement mondiale. C'est ce qu'a dit aussi Donald Trump. C'est comme ça, c'est l'argument qu'il a utilisé, mais avec forcément ce sentiment et cet esprit, on le sait, de riposte. On est en train de le vivre en direct aujourd'hui sur Israël, avec ces sirènes qui ont retenti dans tout le pays, ces attaques ciblés, ces missiles, certains ont touché, on le voit, les images, on était à Haïfa il y a quelques minutes avec Nicolas Rouget, on parle là d'une quarantaine de blessés. On en sait un peu plus peut-être sur les missiles qui ont été utilisés. Est-ce que c'est des informations qui sont confirmées? Je me tourne vers vous, David, vers vous, Rina. Les gardiens de la Révolution disent que c'est un missile Khaybar qui aurait été tiré ce matin pour la première fois. C'est un missile balistique à moyenne portée avec une portée de 1450 km, donc ça voudrait confirmer ce que disait Rina un peu plus tôt, comme quoi c'est parti un peu plus de l'est du pays, donc ça c'est une réalité, avec une ogive de 500 à 550 kilos, ce qui est énorme, et ce qui pourrait justifier le bruit, les explosions qui ont été entendues et l'impact que ça a. On a pu voir des images, peut-être qu'on verra un peu plus tard à l'antenne, de vue d'en haut de drones, de l'impact sur Tel Aviv, qui montre à quel point les bâtiments ont été complètement soufflés. C'est des images qu'on n'a jamais vues à Tel Aviv. C'est des images qui ressemblent à des dégâts de tremblements de terre ou de villes qui ont été bombardées pendant des semaines. Donc l'impact est énorme. Et donc oui, ça serait ce missile-là qui aurait été envoyé par les gardiens de la Révolution. Général Chauvency, oui. Vous voyez un peu réagir. C'est vrai qu'on a des informations en même temps au compte-gouttes, difficile vraiment de savoir peut-être précisément. Ce sont des informations qui viennent d'Iran, les informations qui viennent d'Israël, qu'on tente évidemment toujours de recouper. Je dirais déjà que ce missile, il a surtout la portée symbolique par le nom. Maintenant, quand on voit effectivement les quelques éléments qu'on a sur ce missile, la portée est quand même extrême. Ça voudrait dire qu'il a été tiré tout à fait à l'ouest de l'Iran pour atteindre Israël. Donc, est-ce que c'est vraiment un missile de ce type-là? On n'en sait rien. Mais au moins, c'est communiqué, c'est dit officiellement, je crois que c'est par les Israéliens. Non, c'est les gardiens de la Révolution. Bon, alors donc on est dans la propagande, si je peux me permettre, parce que c'est effectivement quelque chose qui a été dit à plusieurs reprises, en disant, parce que si la portée de 1450 km, à ma connaissance, pour atteindre Israël, c'est un peu difficile. Voilà, donc personnellement, je n'y croirais pas. Maintenant, on est bien aujourd'hui dans l'affrontement direct. Et ça a été dit tout à l'heure, je ne suis pas tout à fait d'accord. On n'a pas dans la contre-offensive israélienne suite à la frappe. C'est la guerre continue, ce qui n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, puisque les Iraniens ne veulent pas négocier, puisqu'ils ont affirmé qu'ils ne négocieraient pas, qu'ils ne reviendraient pas en arrière, eh ben, Israël continue ses frappes sur l'Iran pour bien faire comprendre qu'on va continuer le combat. Maintenant, il y a eu une étape intermédiaire. Les Américains ont dit, maintenant, on casse l'infrastructure nucléaire. On l'a fait. Maintenant, les Israéliens reprennent le travail jusqu'à ce que les Iraniens comprennent. Maintenant, est-ce que ça va aboutir? C'est la vraie question. Est-ce que ça n'impliquera pas à terme que les États-Unis interviennent plus? Je n'y crois pas, parce que quand même, Trump, c'est
pas ce qu'il fait. Rappelez-vous Soleimani, on a éliminé le chef des Pasdaran, mais après, même s'il y a eu une riposte iranienne, on n'est pas allé plus loin, on donne un coup d'arrêt et on s'arrête là. Et on laisse les autres travailler. Après, comme vous le dites, on ne sait pas ce que fera Donald Trump parce qu'on ne sait jamais. Mais vous avez été surpris justement par cette attaque cette nuit parce que ce n'est pas ce que disait Donald Trump. Il est toujours difficile d'être dans la tête de Donald Trump, sachant qu'il y a une volonté de déstabiliser le pouvoir iranien aussi. Hein, et avec oui, qu'est-ce qu'il y a Allez-y, général, parce que je vous vois comme ça. J'y arriverai. Hein. Qu'est-ce qui se passe, général? Non, en fait, il y a aussi une opération de déception. Au sens que toutes les communications qu'on a eues publiques, d'ailleurs que ce soit israélienne ou américaine, c'était pour instiller le flou. Mais moi, je pencherais quand même qu'une décision avait été quand même plus ou moins prise avant. Bien sûr. Il fallait dire que ce ne serait pas possible, avec notamment la notion de délai. Et l'opération de déception, à mon avis, a eu lieu du côté à la fois américain et israélien. Et on parlait de déstabilisation du régime parce que le New York Times donnait en tout cas cette information sur l'ayatollah Khamenei qui s'est caché dans un bunker parce qu'on le disait, Rina Bassiste, Israël est en train de répondre aussi et va répliquer à nouveau à ces frappes iraniennes. Oui, on sait que normalement c'était prévu qu'il y aura une allocution justement aujourd'hui de Khamenei, il n'y aura pas. Il n'y en aura pas, voilà, c'est ce qu'affirment en tout cas les Iraniens, il est caché. Voilà. Et là, la presse américaine dit effectivement, il est caché, et donc pas possible de faire cette allocution. Et probablement aussi, il a peur en fait d'utiliser, parce que pour faire une allocution de ce genre, il faudra des téléphones, il faudra des caméras, il faudra toutes sortes des appareils qui peuvent être peut-être ciblés par les Israéliens. Il y a justement, je reviens à ce que David a dit tout à l'heure, sur les informations diffusées par les gardiens de la Révolution. Donc, on ne sait pas jusqu'à quel point c'est oui, il faut fiable. toujours prendre des pincettes. Voilà, on fait très attention. Disons qu'ils ont ciblé l'aéroport d'Israël et aussi un centre de recherche biologique. Donc, la question est un petit peu, est-ce que ce genre de déclaration c'est arrivé parce que vraiment ils ont essayé de cibler. Je crois que tous les Israéliens savent exactement de quoi s'agit-il. Je ne vais pas préciser parce que l'armée israélienne n'a pas encore communiqué sur les endroits où les missiles sont tombés. Ou est-ce qu'ils ont tout simplement repris tous ces tweets et toutes ces photos qui viennent d'Israël sur de différents possibles endroits où les missiles ont frappé. Et dès là, en fait, ils ont fabriqué des cibles, c'est difficile à dire. On va partir en direct à Tel Aviv, justement, pour rejoindre notre envoyée spéciale Claire Cambier. Claire Cambier, vous avez des informations, vous êtes avec les secours, on le voit depuis tout à l'heure, qui sont à pied d'œuvre parce qu'une dizaine de sites ont donc été touchés par cette salve de missiles envoyée par les Iraniens. On parle d'une quarantaine de blessés dans tout le pays. Oui, alors ici où nous nous trouvons, ce sont deux immeubles au nord de Tel Aviv qui ont été frappés. Alors nous n'avons pas le droit pour le moment d'approcher davantage. Les secouristes et les militaires sont en train de sécuriser les lieux. On a pu discuter avec le maire, il nous disait on a eu une chance inouïe puisque un des immeubles avait été évacué, il doit être reconstruit. C'est donc un coup de chance, il n'y avait pas d'habitants à l'intérieur. 6 personnes ont été hospitalisées, le reste il s'agit de blessés léger, donc plus de risque actuellement qu'il y ait encore des personnes dans les décombres. Et ce n'est pas la seule frappe qu'il y a eu aujourd'hui dans le pays. Vous avez parlé sur le plateau de cette frappe à Haïfa, ici à Tel Aviv. Il y a également une maison de retraite qui a été complètement soufflée. Heureusement, là encore, sans faire de blessés graves. Une matinée donc du coup un peu compliquée, mais à laquelle s'attendaient un petit peu les Israéliens suite aux frappes américaines de cette nuit. Beaucoup nous disent ici, nous y sommes habitués, on agit en conséquence. Bien sûr, on comprend et on le sait, cette résilience du peuple israélien, on le disait, ce sentiment très ambivalent parce qu'il y a la satisfaction de l'intervention des États-Unis, mais il y a forcément la peur de ces représailles, et cette riposte iranienne qui est en train d'arriver. On rappelle donc que cette nuit, les États-Unis sont entrés en guerre, les États-Unis qui ont bombardé les 3 sites nucléaires, 3 sites d'enrichissement nucléaire iranien. On va en reparler avec vous, Bruno Convy, puisque vous êtes ingénieur en génie nucléaire. Mais tout d'abord, justement, on va faire le point avec vous, Jordan Olivier, sur ces sites qui ont été touchés cette nuit. Ces 3 sites nucléaires, Anne-Chloé, les voici. On est donc au sud de Téhéran. Il y a Ispahan, Natanz
et Fordo, donc pour ces 3 sites touchés par l'armée américaine. Vous l'aurez compris, l'enjeu pour les États-Unis, c'était tout simplement de détruire le programme nucléaire iranien. Et c'est Fordo qui va nous intéresser plus particulièrement, puisque c'est un site symptomatique justement du développement nucléaire en Iran. Dans son allocution ce matin, Donald Trump n'a pas donné de détails précis concernant les armes utilisées, mais il s'agirait évidemment de ces fameuses bombes, les anti-bunkers GBU-57. C'est en tout cas ce qu'annoncent de nombreux médias américains, dont CNN. Ces bombes GBU-57, a priori les seules capables de porter des dégâts importants à Fordo. Et information intéressante dont nous avons eu connaissance ce matin, l'AIEA, l'Agence pour l'énergie atomique, a annoncé qu'aucune hausse des niveaux de radiation n'avait été pour le moment signalée. Pourtant, vous l'avez compris, c'est bien évidemment une zone très sensible et très bien sécurisée, très bien protégée. On va le voir avec cette modélisation. Nous sommes donc dans les montagnes, je vous le disais tout à l'heure, au sud de Téhéran, environ 200 km, avec ces 3000 centrifugeuses qui sont abritées à environ 80 mètres. Donc seuls ces missiles, ces bombes américaines pouvaient atteindre en tout cas ces centrifugeuses. C'est une ancienne base militaire des gardiens de la Révolution. Et en 2023, ce qui est intéressant justement, c'est que l'AIEA avait détecté des particules d'uranium enrichies, vous le voyez, à plus de 83% pour ce taux de particules d'uranium enrichi, un niveau assez proche du seuil requis pour un usage militaire qui, je vous le rappelle, est de 90%, raison pour laquelle ce site est véritablement stratégique, raison pour laquelle il a été frappé par les Américains. Donald Trump a d'ailleurs annoncé tout à l'heure que les installations essentielles d'enrichissement nucléaire avaient été intégralement et totalement détruites, une version un petit peu nuancée par des dignitaires israéliens ces dernières minutes. Merci beaucoup Jordan Olivier pour ces précisions. Donc Bruno Combi, vous êtes avec nous, ingénieur en génie nucléaire, donc c'est important d'avoir aussi votre avis ce matin sur ce qui s'est passé et sur la destruction. Alors, Total, on pense, ou en tout cas c'est ce que dit Donald Trump et les Américains, c'était l'objectif principal. Ces bombes qui ont donc tapé extrêmement fort et de façon très profonde pour détruire totalement ces sites nucléaires. Là, c'est un vrai coup d'arrêt au programme nucléaire iranien. C'est ça, c'est un coup extrêmement sévère porté au programme nucléaire militaire iranien, parce que si on fait une petite multiplication, 12 GBU-57 avec 2,4 tonnes d'explosifs sur chaque, ça fait de l'ordre de 35 tonnes de bombes qui ont été ciblées. Ça, c'est rien sur Fordo, hein. Ouais. Juste sur Fordo, ouais. Exactement. Qui ont été ciblées spécialement sur les installations. Donc, on peut présumer que les installations sont, pour le moins, extrêmement atteintes. Alors, on ne sait pas si c'est 100% ou 90% ou 99,9%. Mais en tout cas, c'est un coup extrêmement sévère. Et je pense que le centre de Fordo n'est pas prêt de refonctionner d'une manière normale. En tout cas, pour un temps très long. En gros, il faudrait tout reconstruire. Donc là, c'est certain que les matières sont... tout ce qui est sur place est sévèrement atteint, voire totalement détruit, et qu'il faudra du temps pour le récupérer. Pour Natanz et Ispahan, c'est exactement la même chose. Natanz et Ispahan, c'est pareil. Natanz, c'est une grande salle souterraine, donc elle est probablement pulvérisée aussi. Ils ne pourront pas récupérer les centrifugeuses qui y sont, ou très peu. Oui, parce que là, c'est 2 bombes de type anti-bunker qui sont tombées et ça prendrait sur Natanz. Par contre, il reste quand même des points d'interrogation. Donc d'abord, quelle est l'exactitude des dommages qui ont été causés, parce qu'on ne voit pas de photos pour l'instant, il n'y a pas de bilan précis, il n'y a pas d'homme sur place capable de nous renseigner. Donc il reste quand même un point d'interrogation sur l'intensité des dommages, mais dont on peut imaginer qu'ils sont extrêmement graves. Et comme l'a dit le président Trump, l'opération est un succès du point de vue militaire. Mais le gros point d'interrogation, moi, que je vois, qui demeure dans cette histoire, c'est que les Iraniens ont eu tout de même plus de 8 jours pour mettre à l'abri les matières, et notamment l'uranium totalement enrichi. C'est-à-dire que vous pensez que tous les matériaux ne sont pas forcément détruits et qu'ils ont pu mettre en tout cas à l'abri. Il allait y avoir une action, donc on peut imaginer qu'ils ont déménagé ces matières pour les mettre en sécurité ailleurs. Et donc ils ont peut-être encore
de l'uranium fortement enrichi. Donc au-delà de 60%, le stock officiel c'est 408 kilos. C'est un minimum puisqu'on ne sait pas dans quelle mesure il n'y en aurait pas davantage que ça. Mais 408 kilos, c'est pas très long à déplacer. Mais en tout cas, ça retarde forcément. Hier déjà, l'armée israélienne parlait de 2-3 ans d'avoir retardé le programme nucléaire. Là, on est sur forcément beaucoup plus longtemps. Surtout que toutes les installations connues qui participent à ça, comme à Ispahan justement, ou à Kondab ou à Arak, ont été détruites. Donc s'ils veulent recommencer, ils repartent quand même pas de zéro, mais enfin, ils repartent d'assez loin. Mais les matières déjà séparées, et notamment, et vous venez de mentionner l'uranium enrichi à 83,7%, il y a peut-être de manière cachée de l'uranium à même plus que 83,7%, puisque 83,7% il remonte à 2023, et que depuis, les centrifugeuses ont beaucoup tourné. Donc est-ce qu'il n'y a pas déjà un stock même à plus que 83,7%? Où est ce stock? Est-ce qu'ils ne sont pas assez proches de fabriquer la bombe, et à quel stade est-ce qu'ils en sont exactement? On n'a pas les réponses à toutes ces questions. Il y a encore beaucoup de questions en tout cas qui se posent autour du programme nucléaire iranien, même si c'est une opération en effet réussie et que le système est endommagé et retardé forcément. Guillaume Audin. Quelques éléments pour rebondir. Bon, non seulement effectivement depuis le début de la séquence qui s'est ouverte par les premières attaques israéliennes le 13 juin dernier, les Iraniens ont eu le temps de se préparer et de disperser une partie de leur matière fissile et une partie de leur savoir-faire. Ils ont quand même caché aussi un certain nombre de leurs disquettes, clés USB et scientifiques. Tous n'ont pas été éliminés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, les Iraniens se préparent depuis de très longues années à une attaque israélienne. Je rappelle que c'est le mantra de M. Netanyahou, le Premier ministre israélien, depuis maintenant 30 ans. Et il a le focus iranien. Les Iraniens ont compris le message 5 sur 5. Maintenant, la différence, c'est aujourd'hui, cette journée historique, les États-Unis entrent en guerre. Hier, on avait Gideon Sa'ar, qui est le ministre des Affaires étrangères israélien, qui disait que le programme nucléaire, à ce stade, avait été retardé de 2 à 3 ans. Avec cette intervention américaine, on peut imaginer que ça allait encore plus. Ce qui va se poser maintenant au régime iranien, c'est une question existentielle. S'il veut assurer sa survie, il va falloir qu'il renonce à son programme nucléaire. C'est le sens du message qu'a envoyé Donald Trump au régime des Mollahs. C'est une question qui va devoir être étudiée au plus haut niveau. C'est une question existentielle maintenant pour le régime iranien. L'entrée en guerre des Américains a été massive, mais calibrée. Elle laisse une dernière porte de sortie à ce régime. S'il revient à la table de négociation, il pourra assurer sa survie. S'il ne veut pas assurer sa survie, alors il sera balayé. Alors on parlait déjà de cette potentielle riposte iranienne et elle a eu lieu. Là on voit ces images sur Israël, donc cette salve de missiles qui a été envoyée, salve de missiles iraniens. Et en effet, moment historique qu'on est en train de vivre. C'est un tournant dans cette guerre qui dure là depuis maintenant 10 jours. On va réécouter Donald Trump cette nuit qui s'est adressé à la nation américaine, qui s'est positionné en chef de guerre. Il était environ 22h à Washington. Écoutez. Il y a peu de temps, l'armée américaine a visé avec précision des cibles clés du régime iranien. Fordo, Natanz et Ispahan. Fordo, Natanz et Esfahan. Tout le monde connaît ces noms depuis des années. C'est une terrible entreprise de destruction. Notre objectif était la destruction de l'Iran. Ce soir, je peux dire au monde entier que notre opération militaire est une réussite. Leurs sites nucléaires ont été complètement détruits. Et regardez ces images de Tel Aviv ce matin, des images qui ont été tournées par les secours. C'est ce que vous nous dites, David Benaïm. C'est des images qu'on voit depuis plus d'une heure maintenant, qui ont été envoyées par des personnes privées. Mais là, ce sont les secouristes qui ont autorisé la diffusion de ces images-là, filmées par les secouristes eux-mêmes. On est situé au nord de Tel Aviv, dans le quartier qu'on appelle le vieux nord de Tel Aviv. Et on voit l'état des destructions de ces habitations. Ce ne sont pas des habitations qui ont forcément tous des abris à l'intérieur, parce qu'elles sont antérieures à la guerre du Golfe, en fait, en 1990, quand il y a été une obligation pour les nouvelles habitations de construire des abris à l'intérieur, des abris publics pour l'ensemble des habitants. Là, on voit la destruction des appartements complètement soufflés. On a l'impression que ce sont des parkings avec des voitures à l'intérieur. Non, ce sont les emplacements des appartements qui ont été complètement soufflés. C'est assez impressionnant de voir ces images quand on connaît Tel Aviv. Même, c'est
c'est une rue où je me souviens où il y a beaucoup d'arbres qu'on ne voit absolument plus. C'est impressionnant. Je suis assez frappé, moi, quand même, parce que 30 missiles, visiblement, ont été tirés par les Iraniens, produisent de tels dégâts, ce qui pose des questions aussi sur le système antibalistique israélien, qui, visiblement, n'a pas fonctionné comme il le devrait, ou en tout cas ne fonctionne pas à plein régime. En tout cas, non seulement les ogives étaient extrêmement chargées, les ogives qui équipent les missiles qui ont été tirés par les Iraniens, et puis il y a ce système antibalistique qui aussi montre certaines de ses limites en attendant d'avoir un bilan consolidé. On va partir en direct de Washington pour rejoindre notre envoyée spéciale Hélène Bonnet. Hélène Bonnet, vous avez des informations au compte-gouttes depuis cette nuit. Longue nuit, évidemment, pour vous, mais aussi pour les Américains qui apprennent ce qu'il est en train de se passer, ce qui s'est passé, que leur pays est entré en guerre. Et vous avez des informations justement sur l'opération et comment s'est déroulée cette attaque. Oui, c'est le New York Times qui a relayé les informations données par un haut responsable américain qui affirme que 6 bombardiers B-2 ont été utilisés pour frapper les 3 sites nucléaires d'enrichissement nucléaire. Alors, il y a une douzaine de bombes anti-bunker, les fameuses GBU-57 qui auraient été lancées sur le site de Fordo, rien que pour ce site-là. 2 autres sur le site de Natanz. Et puis, le New York Times explique aussi que les sous-marins américains auraient lancé 30 missiles de croisière sur les autres sites. Alors, c'est un arsenal très important. Ce que l'on apprend aussi, c'est que ces fameux bombardiers B-2 seraient partis des États-Unis, une base dans le Missouri, et que leur vol a duré 37 heures, qu'ils ont eu du ravitaillement en vol pour tenir et aller jusque sur les sites de frappe. Donald Trump a affirmé que ces avions étaient repartis sains et saufs et donc que l'opération était un succès. En tout cas, elle a dû être minutieusement préparée pendant que Donald Trump, lui, affirmait qu'il était encore ouvert aux négociations, ce qui fait que ici, beaucoup de questions se posent aujourd'hui, à savoir quand Donald Trump a-t-il pris sa décision, quelles seront les conséquences et notamment les représailles iraniennes, est-ce que l'opération a fonctionné, toutes ces questions qui se posent ce soir et qui n'ont pas encore toutes trouvé une réponse.